Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, nous allons voir comment déterminer les contraintes dues aux surcharges. Jusqu'à maintenant, nous avons vu les contraintes naturelles qui existent dans le sol initialement avant toute construction ou bien chargement du sol. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir les contraintes qui proviennent de la construction ou bien le chargement du sol, qui sont appelées delta, sigma, z. Alors, si on considère que notre milieu est un massif pesant et chargé, et il est bien sûr élastique et linéaire, nous allons essayer de utiliser le principe de superposition. Qu'est-ce que c'est que ce principe? C'est qu'il stipule que dans un domaine élastique linéaire, l'effet produit par l'action simultanée de plusieurs forces est égal à la somme de ce produit par chacune des forces agissant séparément. Ça veut dire que si j'ai un massif pesant et chargé, je peux le décomposer en un massif pesant uniquement, ça veut dire gamma différente de 0 et Q est égal à 0, et à un massif chargé uniquement, ça veut dire gamma est égal à 0 et Q différente de 0. Et le delta sigma produit, ça va être la somme des delta des sigma, le sigma total produit, ça va être la somme des contraintes qui proviennent des deux états pris séparément. C'est le principe de superposition. Ça veut dire que dans ce cas, la contrainte réelle sigma z à un point donné, elle est égale à la contrainte naturelle sigma V0 plus le supplément de contrainte qui provient du chargement. Voilà. Donc pour calculer le delta sigma z, ce qui est d'ailleurs l'objectif de cette vidéo, nous allons voir l'enchaînement des choses. Alors, parmi les premiers auteurs qui se sont intéressés à cette question, c'est Boussinesq. Alors, en considérant le massif du sol comme semi-infini, ça veut dire que là, nous avons tout ça, s'étale sur une grande profondeur et sur une grande largeur là. Et il est limité par la surface du terrain naturel. C'est ça, le milieu semi-infini. Et en considérant aussi comme élastique, et nous avons ici une charge concentrée qui est appliquée sur la surface du terrain. Donc la contrainte résultante de l'application des charges concentrées sur un point qui se trouve à la profondeur Z et à la distance R par rapport à la verticale, passant bien sûr par le point d'application de Q, ce delta sigma Z, il est exprimé comme suit. C'est égal à 3Q sur 2pi fois 1 sur Z au carré cosinus cinquième de θ. Avec θ, c'est l'angle défini par le schéma que vous voyez là. Ça, je répète, c'est pour une charge concentrée. Alors, cette étude a permis de trouver deux types de courbes. La première, c'est la distribution des contraintes verticales delta sigma z suivant des plans horizontaux. Ça veut dire que si j'ai ici la charge concentrée Q appliquée là, et à une profondeur par exemple Z1, je vais prendre plusieurs points là sur l'horizontale et je vais calculer le delta sigma Z qui provient de Q. Après, je vais donc essayer de le représenter sur une courbe. Qu'est-ce que je vais trouver? Que le point ici qui se trouve sur la verticale, passant par le point d'application de Q, ici, le delta sigma Z atteint son maximum. Et elle va s'atténuer au fur et à mesure qu'on s'éloigne de cette verticale, bien sûr à droite et à gauche, puisque c'est symétrique. Si on prend maintenant un point où l'horizontale qui se trouve à une profondeur Z2, qui est plus importante que Z1, je vais trouver la même allure, c'est toujours maximale ici au milieu, mais l'intensité là, elle est moins importante que par rapport au plan qui se trouve en dessus. Et bien sûr, elle s'atténue jusqu'à annulation vers les coins. Alors, qu'est-ce qu'on peut déduire de là? Que ce Q ici, elle est le Q là, cette force, elle se trouve
à son intensité maximale. Elle est à 100% Q. Ici, c'est égal à 100% de Q. Mais là, au fur et à mesure qu'on descend, elle va s'atténuer. Peut-être que là, c'est à 90%. Là, c'est à 80%, 70%, 20% jusqu'à ce qu'elle va s'atténuer. Ça veut dire qu'à un point qui se trouve là, peut-être que je ne ressens rien du tout. Si je trouve que ici c'est carrément étalé à la surface horizontale, ça veut dire que les points qui se trouvent à une certaine profondeur, ils ne ressentent plus la présence de Q. Ça veut dire que delta sigma z ici, elle est nulle. La deuxième famille le deuxième schéma représente les courbes d'égale contrainte, qui sont appelées les bulbes de pression ou bien les bulbes de contrainte. Alors là, la première courbe que vous voyez là, elle lie entre les points qui ont la même valeur de contrainte delta sigma z. Ici, par exemple, ce sont les points qui ont la contrainte 90% de Q. Ici, ce sont les points qui ont 80% de U, 70%, 60%, 40%, 20%, etc. Jusqu'à ce qu'on arrive à la bulbe de pression qui correspond à 0%. Ce sont les points-là qui ne ressentent plus la présence de Q. Ça veut dire que ici, la contrainte totale qui règne, ce n'est que la contrainte naturelle. Il n'y a pas de delta sigma qui provient de la surcharge. Ce résultat de Boussinesq, il est important comme début, mais il n'est pas très intéressant dans le cadre du génie civil parce que généralement les ouvrages que nous construisons, ils transmettent des charges qui sont uniformément réparties. C'est rare de trouver une charge concentrée. Ça veut dire qu'on doit chercher à trouver les delta sigma z dans le cas où nous avons une surface qui est chargée selon une géométrie bien définie. Alors, c'est pour cela que le travail a été fait et en se basant sur la relation de Boussinesq que nous venons de voir, on peut trouver la relation pour le cas d'une surface chargée. Ici, nous avons une surface quelconque qui est chargée. Ici, c'est la surcharge Q. Alors, si on considère ici une force élémentaire, donc cette surcharge Q, elle est égale à cette force élémentaire dQ sur une surface élémentaire de cette aire chargée ds. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette force élémentaire dQ est égale à Q fois ds. Donc, cette charge élémentaire, je vais l'introduire dans la relation de Boussinesq pour trouver mon delta sigma z élémentaire. Donc, delta sigma z élémentaire, c'est égal à 3 sur 2pi z au carré dq. Ici, dq, comme je viens de le calculer, c'est q fois ds fois cosinus cinquième de θ. Donc, le delta sigma z, ça va être 3 sur 2pi z au carré et je vais intégrer sur là, donc ici c'est d, ça veut dire que je vais intégrer sur la surface. Donc, l'intégration surfacique de q cosinus cinquième de θ fois ds. Bien sûr, il y a une intégration surfacique, c'est pour ça que j'ai mis double intégrale ici. Voilà. Donc, pour calculer le delta sigma z à un point donné qui se trouve sous une aire chargée, donc S, je dois effectuer cette intégration. Heureusement pour nous qu'il y a des gens qui l'ont fait avant. Donc, ils ont fait cette intégration pour les géométries les plus connues, à savoir la géométrie circulaire, rectangulaire, avec un talus, puisque nous avons des remblais, donc nous aurons besoin de calculer, bien sûr, les surfaces chargées à la géométrie des remblais. Il y a aussi des surfaces chargées triangulaires, etc. Donc, ceci a été traduit en abac. Ça veut dire qu'il faut utiliser des abacs pour pouvoir calculer delta sigma z. Sauf que ces abacs, ils ne donnent pas directement delta sigma z parce que celle-là, elle dépend de Q. Donc, pour être plus pratique, ils vont nous donner juste un coefficient noté grand I. Il est appelé coefficient d'influence. Alors, il est défini comme étant, donc le delta sigma z est égal à ce coefficient d'influence fois Q.
Donc, lorsque je vais utiliser la BAC qui correspond à la géométrie de mon aire chargé, ça va me donner ce coefficient d'influence. Alors, celui-là, je n'ai qu'à le multiplier par la surcharge que j'ai pour trouver le delta sigma Z. Et nous allons voir les exemples. Alors, nous avons ici le cas d'une surface chargée circulaire, uniforme circulaire. Donc ici, nous avons pu trouver une formulation. Donc le coefficient d'influence I, c'est égal à 1 moins 1 sur 1 plus R sur Z au carré, avec grand R, c'est le rayon de la surface chargée, le tout à la puissance 3 demi. Et voilà, donc il y a, je crois, la BAC qui permet de trouver aussi ce coefficient I. Mais ici, je tiens à préciser que c'est valable uniquement pour les points qui se trouvent au niveau de la verticale, ça veut dire au centre de la semelle, sous le centre de la surface chargée circulaire. Ça pourrait être le cas, cette surface pourrait être représentée par exemple par une semelle circulaire sous un poteau circulaire par exemple, ou bien un radier circulaire sous un réservoir, etc. Alors le deuxième exemple que nous allons voir, c'est le cas d'une charge uniforme rectangulaire. Ça pourrait donc représenter une semelle isolée, donc de largeur grand B et de longueur grand L. Ici, c'est la BAC de Steinbrenner. Alors cet BAC, il permet de trouver le delta sigma Z sous le coin de cette aire chargée rectangulaire, sous le coin de la semelle par exemple. Alors donc ça va donner aussi le coefficient d'influence I. Alors pour cela, il faut donc ce point, là où on veut calculer le delta sigma, il se trouve à une profondeur Z par rapport à l'aire chargée. Donc nous devrions calculer deux petits paramètres, petit m et petit n. Le petit m, c'est égal à la largeur de la semelle ou de l'aire chargée sur Z. B, c'est le plus petit côté, toujours. Et le petit n, c'est égal à la longueur de l'aire chargée sur Z. Ici, sur la BAC, sur l'axe des abscisses, j'aurai les n. Donc je vais choisir le n donc, qui correspond à mon L sur Z. Et après, je vais chercher ici la courbe qui correspond à mon n. Par exemple, ici, j'ai le n est égal à 2, ici le m est égal à 0,1 et je vais passer là pour trouver quel est le coefficient d'influence qui me convient. Ici, par exemple, 0,038 par exemple. Ici, si je calcule le n et je trouve une valeur entre les deux, ici entre 0,1 et 0,2, je n'ai qu'à chercher la valeur ici approximativement et je vais dessiner une courbe qui est bien sûr parallèle aux deux qui enveloppent la courbe qui correspond à mon n. Voilà. Tout ça, c'est approximativement et pour trouver mon I qui se trouve ici. Là, le problème que j'ai, c'est que parfois je suis amenée à calculer le delta sigma Z à n'importe quel point, pas forcément sous l'angle de cette aire chargée. Parce qu'en pratique, lorsque nous sommes en train de calculer les déformations de l'attachement, nous allons le voir par la suite sous une semelle, nous aurons besoin de le faire au centre de la semelle, ça veut dire à ce point-là qui se trouve au centre à une profondeur Z donnée. Donc pour le faire, qu'est-ce que nous allons utiliser le principe de superposition. Ça veut dire que ici par exemple nous avons un point ici et nous voulons calculer le delta sigma Z à la profondeur Z par rapport à ce point A. Voilà. Donc ici, j'ai par exemple ce point A. Excusez-moi, c'est le stylo qui glisse un peu plus que ce qu'il faut. Donc ici, c'est le point A. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer ici, je vais utiliser la BAC de Steinbrenner sur cette partie chargée. C'est comme si ça c'est ma semelle. Donc ici le point A, il constitue bien l'angle de cette partie-là. Et je vais calculer mon I1. Je vais prendre la deuxième partie, je vais calculer I2, la troisième partie de même c'est I3 et la dernière partie c'est I4. Et ainsi j'aurai I est égal à I1 plus I2 plus I3 plus I4. Voilà. C'est ça. Donc je vais obtenir le I. Le I, ce coefficient d'influence, ne doit jamais dépasser 1. Parce que I, il représente quoi? La dissipation de Q en profondeur. Le I ne doit pas être plus grand que 1. Sinon, le delta sigma dans le sol va être plus important que la surcharge que nous avons appliquée. Ce qui n'est pas logique. Donc, I, lorsque je vais faire la somme, ça doit être inférieur ou égal à 1.
Et ici sur la bague, vous voyez que la valeur maximale c'est 0,25. Ça veut dire que même si je fais les 4 qui sont égaux à 0,25, je vais pas dépasser le 1. Voilà. Maintenant, si mon point se trouve à l'extérieur, par exemple ici le point B qui se trouve là ou bien là, je prends par exemple ici là, voilà. Ici le point B qui se trouve là et je cherche donc le delta sigma à la profondeur Z. Qu'est-ce que je vais faire dans ce cas? Je vais, donc ça c'est ma semelle et le point B qui se trouve là. Alors, je vais faire la même chose ici. Donc, ce point B, il constitue l'angle de cette sphère chargée. Et je vais calculer mon I1. Et ici, il constitue l'angle de cette sphère chargée, c'est I2. Mais là, pour avoir le point I comme angle de ces deux aires chargées, j'ai ajouté deux surfaces imaginaires qui n'existent pas en réalité. Donc, après, je dois les enlever. Donc ici c'est I3, je dois l'enlever, et ici c'est I4. Donc I réel, là, c'est égal à I1 plus I2 moins I3 moins I4. Et voilà. Donc la bague de Steinbrenner, même si elle est spécifique pour le cas d'un point qui se trouve sous l'angle, on peut se débrouiller pour trouver donc la contrainte delta sigma à n'importe quel point à l'intérieur ou bien à l'extérieur de l'aire chargée. Un autre exemple, c'est celui d'une charge trapézoïdale infinie. C'est la bague d'Osterberg. Alors cette bague, elle est utilisée généralement pour déterminer les contraintes sous des remblais. Alors lorsque nous avons un remblai, donc si c'est un remblai qui est symétrique par exemple, nous avons ici le petit b et là c'est le petit a. Si on veut chercher le delta sigma z sous le remblai, on va utiliser cette bague. Ici c'est bien sûr au niveau de l'axe de le remblai. Nous allons trouver le delta sigma z. Donc nous allons faire la même chose qu'avant, donc nous allons introduire là les petits a sur z, et là c'est le petit b sur z, et après nous allons choisir la courbe qui correspond au petit b sur z pour trouver les coefficients d'influence, ici. Vous voyez là que le coefficient d'influence il est limité à 0,5 parce que le i que nous allons trouver là, il correspond à juste cette partie chargée, juste la moitié. D'accord? Ça veut dire que I total, ça va être de I1. Voilà, que nous avons pris de la bague. Si bien sûr c'est un remblai qui est symétrique. Si elle n'est pas symétrique, par exemple j'ai un remblai comme ainsi, je peux calculer les deux séparément. Donc je vais calculer I1 qui correspond à B1 et A1. Et je vais donc, ici j'aurai B2 et A2, ça va me permettre de trouver un I2. Et ainsi, le I, ça va être I1 plus I2 tout simplement, et ça ne va pas dépasser A1. Pardon. Voilà. Alors, le dernier cas qu'on peut trouver, c'est le cas de la répartition simplifiée des contraintes. Parfois, on n'a pas les abacs, et parfois, on veut avoir juste un ordre de grandeur, juste une approximation, voilà, rapide de la contrainte delta sigma z à une profondeur donnée. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On prend l'hypothèse que les contraintes dans le sol, ils vont faire une répartition de alpha est égal à 27 degrés. Ça veut dire qu'à une profondeur z par rapport au point où est appliquée la surcharge Q, j'aurai ici un delta sigma z avec une répartition de alpha. Ça veut dire, pratiquement, comment on fait pour calculer delta sigma z? Nous allons considérer que cette surcharge Q, elle est appliquée ici, à cette profondeur z, mais sur une largeur plus importante qui correspond à celle-là. Alors, si on essaie de calculer cette largeur, alors ici, nous avons le B, c'est la même largeur que nous avons là. Et ici, alpha est égal à 27 degrés, ça veut dire qu'elle correspond à 2 verticalement pour 1 horizontalement. La dimension ici fois 2 et ici fois 1. Ça veut dire que si 2 verticalement est égal à z, ça veut dire que cette dimension divisée par 2, ça va me donner z sur 2 ici.
et Z sur 2 de l'autre côté. Ça veut dire que là, j'aurai B plus Z. Si je considère par exemple cette aire chargée comme une semelle filante, et j'ai ici le B et elle s'étend sur une grande longueur perpendiculairement à ce plan sur lequel nous travaillons. Alors qu'est-ce que je vais écrire? Je vais écrire que delta sigma Z c'est égal à la charge que j'ai appliquée là. La charge que j'ai appliquée c'est Q fois B. Donc voilà, ça c'est une contrainte, je vais la multiplier par B pour trouver la charge. Donc cette charge que j'ai là, je vais la considérer comme appliquée ici. Ça veut dire sur cette nouvelle largeur qui est égale à B plus Z. Voilà, donc ça c'est la contrainte avec la méthode simple. Si par exemple ici nous avons une aire chargée rectangulaire, une semelle rectangulaire de largeur B et de longueur L, je vais écrire la même chose, sauf que ici je vais avoir Q fois B divisé par B plus Z fois L plus Z. D'accord? Il y aurait une répartition de 27 degrés dans les deux directions, dans la direction de P et dans la direction de Z. Voilà, donc j'espère que ceci a été bénéfique pour vous et que vous avez pu avoir une idée sur les méthodes ou les abacs qui permettent de déterminer le coefficient d'influence qui nous permet de calculer la contrainte provenant des surcharges notées delta sigma Z. Voilà, je crois que nous avons, jusqu'à maintenant, nous avons rassemblé pas mal de bagages qui va nous permettre de traiter le tassement, c'est-à-dire la déformation du sol qui va être bien sûr exposée par la suite. Voilà, donc je vous laisse à cet instant-là et je vous souhaite bon courage. Merci.